Bom, em primeiro lugar, Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de vous, les amis étrangers, car mon intervention sera en portugais. Et deuxièmement, je fonctionne très bien pendant la nuit. Je ne fonctionne pas bien pendant la journée. Peut-être mon intervention sera plutôt ralentie. Alors, l'objectif de mon intervention, c'est de faire une évaluation, mettre en exergue devant un tribunal le concept de contingence. Le concept de contingence est un concept très riche du point de vue métaphysique. À partir de la logique, lorsque nous étudions la logique, de prime abord, il nous apparaît l'idée de contingence en tant qu'une idée qui suit une logique propositionnelle. Donc, il y a des formules séparées par catégorie, des formules contradictoires et ontologiques et de contingence. Donc, dans ce premier moment, et lorsque nous considérons une appréciation, une estimation d'un ensemble de formules qui sont vraies ou fausses, il y a une P atomique qui peut avoir des attributs comme étant vrais et faux, et cela finit par émettre une sentence de contingence qui est estimée par le fait d'être vraie ou fausse. Bien sûr qu'avant d'arriver à ce niveau de conclusion, le philosophe présocratique très connu a défini que tout se trouve en état de flux. Il s'agit donc d'une première vue d'ensemble du sujet, puisque ces évidences commencent à affirmer, à révéler qu'une sentence contingente implique dire que la vérité est également contingente. Alors une sentence atomique peut être vraie ou fausse, dépendamment du moment. Nous sommes d'accord avec ce que ce philosophe présocratique évoquait, car une sentence peut être vraie aujourd'hui et fausse demain. Alors cette apparition plutôt précise de cette idée de contingence n'est pas la seule existante. Et à partir de cette approche de la logique qui apparaît toujours dans les traités concernant les sentences et les questions de contingence, après cette approche, nous avons connu le développement des contingences à l'intérieur des logiques modales. Dans un niveau plus avancé de cette question modale, une sentence possède une structure plus complexe. Et dans ce symbole, dont le professeur Priest a appelé de détermination, il s'agit donc du symbole de la contingence modale. Et lorsque je dis nabla P, je dis que la sentence est contingente. Dans un sens vraiment très semblable à celui que je viens d'évoquer, mais dans un niveau plus élaboré.
Considérons l'opérateur standard Diamond comme étant une possibilité logique, car tout ce que je vais mentionner ici va dans le cadre des possibilités logiques. Les possibilités physiques ne sont pas vraiment intéressantes, car elles se trouvent à l'intérieur de la possibilité logique. La définition de ce concept, c'est-à-dire logiquement contingent P, signifie que P est possible et P est possible à la négation de P. Pendant les années 60, quelques savants de la logique comme Montgomery, je crois que M. Priest a connu, et il y a encore un autre, Rutley, qui ont formulé les logiques modales formelles sans utiliser le box de Diamond, mais en utilisant la contingence en tant qu'opérateur primitif. Dans le contexte de ma présentation, je ne peux pas rentrer dans le détail. Par contre, j'aimerais vous apporter quelques visions, un panorama général, une vue d'ensemble. Et d'après ce qui Montgomery et Rutley ont développé, le concept de contingence utilisé comme étant la base n'est pas très connu. Je vous rappelle qu'ici, je considère la logique classique et si ce n'est pas le cas, je vais vous avertir. Alors, à partir de la logique classique et ces standards, nous pouvons penser aux axiomes avec lesquels ces deux auteurs ont travaillé et qui ont formulé définitivement la logique de contingence. Et cette logique, je dirais même cette formule, n'est pas aussi élégante comme celle de la non-contingence. L'axiomatisation, avant de parler de l'axiomatisation, j'aimerais juste élucider quelques concepts en utilisant l'extension du carré des oppositions selon Blanchet. Alors, nous avons quelque chose comme ça. Voici l'hexagone de Blanchet. Bien sûr qu'il manque quelques oppositions comme la relation existante entre ces propositions de sous-contrariété et entre celles-ci de contrariété. Voici l'hexagone complet. Alors la non-contingence est présentée ici et l'axiomatisation utilise les logiques de la non-contingence dans mon cas, puisque c'est plus élégant et facile à manipuler. Alors, il s'agit donc des sentences non contradictoires. Une sentence contingente, sa négation est une sentence non contingente ou déterminée. Quelques-uns les appellent de sentences analytiques. Et l'opérateur de non-contingence, dans ce cas, est formulé ainsi. Et là, je reviens à l'axiomatisation de Montgomery et Rutley afin de suivre la logique de contingence S5. Premier axiome est le suivant. Si la sentence est non contingente,
le cas, c'est si et seulement si sa négation est non contingente. Observez que cet axiome est très intéressant et valable également pour la contingence. Nous pourrions le mettre de cette façon. Si une sentence est contingente, sa négation l'est de même. Cela semble être compatible avec l'idée de contingence proportionnelle. Alors, le deuxième axiome, et je ne dispose pas beaucoup de place, ce tableau est à moi, je l'ai dû amener de chez moi et mon collègue Rodrigo. Alors, deuxième axiome est phi implique. Donc, dans cette logique modale normale, nous l'avons formulée pour la logique de la non-contingence. Là, il existe une inversion, car cette formule est un peu moche, mais ce que nous avons ici, c'est la chose suivante. Le nabla de la non-contingence va être distribué dans l'implication dès qu'il se passe la vérité d'une sentence précédente. La traduction demande des excuses, mais franchement, le sujet est très compliqué. Et ainsi, Montgomery a développé ce concept concernant ce qui est contingent, qui est à la fois non contingent. Cet axiome ne possède pas une lecture philosophique aussi riche que cet axiome-là est celui-ci. Alors ça, cela devient la logique de la non-contingence S5, équivaut à la logique modale S5 que vous connaissez. Alors jusqu'à présent, oui, dites-moi. Les axiomes de distributivité disposent juste de la formule à l'intérieur. Pourquoi? Alors, car le mode utilisé par Box et Diamond sont traduits dans la logique de contingence. Donc, à partir de la logique et de la traduction qui a été faite, le box d'une sentence, d'une assertion, est défini ainsi. P, I, détermination de P. Et Diamond P se définit comme P ou contingent P. Et à partir des traductions qui ont été faites en utilisant l'axiome standard, nous parvenons à cette formule qui est donc le résultat standard. Cette logique de la non-contingence, je l'ai utilisée tout d'abord afin de vous montrer comment réfléchir au niveau des questions des contingences et des connaissances existantes au niveau de ces propositions, afin d'essayer d'apporter plus de clarté au niveau de la contingence et de la connaissance. Il nous faudra suivre une logique de la connaissance. Considérant que cette logique S5 de la non-contingence ou de la contingence, car elles sont équivalentes, et plaçons encore une autre logique, celle de la connaissance dont vous connaissez bien, et je n'ai pas besoin de vous la présenter car je ne dispose
de pas assez de temps et je mettrai juste les axiomes pour la logique S5 étoile, disons. S5 pour la connaissance. Alors, concernant la connaissance, axiome implique la connaissance de la vérité, qui fait partie de la définition de Platon, les lois d'introspection. Et la règle d'inférence. Je vais essayer de vous parler des investigations que je mène au sujet de la contingence et qui ont été publiées dans mes 4 articles. Et là, je vais juste vous apporter une vue d'ensemble concernant la connexion de ces 4 articles comme étant un sujet transcendantal afin de connecter la contingence. Alors, à partir de ce raisonnement concernant la possibilité de connaître le monde, il s'agit de la question principale, de la question majeure dans l'épistémologie. Est-ce qu'il est possible de connaître le monde? Notez, je viens de dire que le monde est donné à partir de sentences contingentes. Alors, est-ce que je pourrais avoir ce genre d'attitude par rapport aux sentences de cette façon-là, afin de pouvoir comprendre, et dans mon investigation, j'essaie de comprendre la réalité, même à partir du scepticisme ultra radical, car être sceptique, c'est d'être sceptique par rapport à quelque chose, car le fait d'être sceptique, ça ne veut rien dire. Il faut être sceptique devant quelque chose. Et là, c'est devant la possibilité de connaître le réel. Et là, dans ce cas, je dispose de plusieurs arguments qui parlent de pourquoi cela ne peut pas être connu à partir de ces combinaisons. Je vous prie de m'excuser, je vais effacer le tableau. Alex, can I ask a quick question? Yes. Sometimes you use P, sometimes you use phi. Sorry, it was, yeah, no, sorry. Phi is meta variables and P is atomic. So it was just a confusion, right? So I would like to present the axioms using phi instead of P, okay? Bom, então, pessoal, vejam, temos essas duas. Notez, nous avons ces 2 créatures, connaissance et détermination, c'est-à-dire connaissance et contingence. Et là, nous pouvons réfléchir à quelques thèses concernant ces concepts. C'est un raisonnement, disons, qui marche plus ou moins. Avant de rentrer sur le point de la combinaison exacte, j'aimerais parler de pourquoi le monde ne peut pas être connu. Tout en formulant une formule sceptique, là, prenant contingence de phi, si une sentence de phi est contingente, il ne sera donc pas possible de connaître phi et non plus de connaître la négation de phi. Alors,
Voici le scepticisme le plus fort possible que quelqu'un peut avoir à l'égard d'une sentence contingente. Je peux écrire cela d'une façon affaiblie, plutôt affaiblissant le diamond dont je ne connais pas et sans l'autre diamond. Mais il est impossible de connaître le monde suivant cette logique. Et pourquoi je vous présente cette thèse qui peut être associée à la combinaison que j'ai mentionnée? Je la défends pour deux raisons. Car si les sentences au sujet du réel sont contingentes et les connaissances ne peuvent pas être connues à partir des sentences véritables qui ne peuvent pas être fausses. Une sentence ne peut pas être vraie ou véritable si elle a été fausse auparavant. Bien sûr que vous pouvez être très croyant au sujet d'une croyance non nécessaire. Votre croyance peut être très forte, mais notez que les croyances très fortes ne sont pas des connaissances. Alors, nous avons des connaissances concernant les sentences de la logique et des mathématiques, car dans ces environnements, nous disposons des preuves. Lorsque nous prouvons quelque chose dans le sens de démontrer quelque chose, nous sommes assurés que cette proposition n'est plus fausse. Et là, nous pouvons parler de connaissance. Mais lorsque nous parlons d'une sentence à propos du monde et de la réalité, ces sentences concernant la réalité, et puisqu'elles ont cette tête-là, bon, elles peuvent changer la configuration de la réalité. Et comment je le sais? Par le problème de l'induction. Et toutes sortes de pensées et de réflexions que je fais à propos du réel passent par une période concernant la durée de la nature. Toutes ces inférences, s'il s'agit de 30, 50, 100 siècles, cela n'est pas important face à l'amplitude de l'univers. Comment puis-je définir quelque chose tout en observant juste un petit morceau de la réalité? C'est impossible. Nous ne pouvons pas parler des lois de la nature complètement si nous ne disposons pas d'une observation complète. C'est une plaisanterie. Et il faut peut-être avoir une rupture de la réalité, même à partir de notre micro-perspective où tout semble régulier. Bien sûr que cette perspective n'est pas laissée tomber puisqu'elle fait partie de notre réalité. Donc, elle n'est pas du tout méprisable. Ainsi, j'aimerais clôturer la première partie de mon intervention en vous disant que la thèse sceptique peut être défendue à l'intérieur des combinaisons entre les logiques de la contingence et épistémique. Elle a donc cette tête, elle ressemble à cela, et cette thèse sceptique essaie de vous délivrer des dogmes dont vous croyez au sujet des sciences. Les gens parlent toujours les sciences, les sciences, les sciences. Mes élèves peut-être sont déjà très fatigués d'entendre ça, mais la science, du point de vue d'être un auxiliaire au niveau de la structure de la réalité, OK, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous pouvons construire un téléphone, une voiture, s'associer à la production d'un médicament, mais afin de répondre aux bonnes questions, il faut s'adresser à la logique, à la métaphysique, aux mathématiques. En dehors de cela, nous avons juste la connaissance. Nous détenons des connaissances spécifiques. Et lorsqu'on dit la science a prouvé, non, la science ne prouve rien. Elle ne sert qu'à montrer quelque chose face à une période déterminée de la réalité.
Passons donc au deuxième niveau, qui est un niveau qui traite encore ces connexions-là. Observez. La critique faite aux sciences ne va pas dans le sens que les sciences ne sont pas importantes. Non, je mets en question la validité des sciences. Par exemple, quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est la finitude? Quelle est la structure la plus générale possible de la réalité? Des questions de ce genre-là. Alors, le deuxième point intéressant à mentionner, von Frick a travaillé ces connexions, le lien entre contingence et non-contingence et contingence et connaissance. Et moi, j'essaie de combiner les logiques de la contingence et de la non-contingence afin de penser à la thèse sceptique et penser au domaine de la métaphysique de l'épistémologie. De quoi il s'agit-il? Ce sont donc des modules dont nous utilisons afin d'attribuer une utilité à une connaissance. Alors, le cas peut être une connaissance possible, peut être une connaissance contingente, peut être connaissance non contingente et peut être connaissance nécessaire. Von Frick possède un paper qui s'appelle Knowledge and Necessity, qui est apparu pendant les années 90 à partir d'un recueil d'articles où von Frick évalue quelles sont les conditions suffisantes au préalable pour que je dispose des connaissances possibles, contingentes, non contingentes et nécessaires. Et lorsque j'ai fait la combinaison entre contingence et connaissance ou entre détermination et connaissance, je réussis à raisonner d'une façon plutôt industrielle et faisable. Alors, connaissance possible, OK, c'est facile. Mais maintenant, je change par P. Par exemple, si je possède une assertion connue, il est possible donc de connaître P. Il est immédiat à partir de la logique modale. Maintenant, de quoi j'ai besoin afin d'avoir connaissance contingente? Von Frick a montré que pour que la connaissance soit contingente en soi, même en lui-même, il faut connaître la contingence de P et P doit être une sentence, une assertion contingente. Et dans ce cas, nous construisons un argument très simple et qui fait allusion à ce fait. Et lorsque je combine ces deux logiques, je trouve une manière très simple de vous montrer cela et qui se trouve dans un article de von Frick qui date de 2016. Il se trouve également sur mon site Internet. Oui, je n'ai que 20 minutes, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas parler des détails. Ce qu'il se passe, c'est que la connaissance nécessaire, et là, von Frick nous montre que nous pouvons ajouter cela lorsque une sentence est connue et nécessaire, alors la connaissance est nécessaire. Et dans ce cas, cela ne marche pas, car nous avons besoin, et puisque cela ne fonctionne pas, nous avons besoin de quelque chose de plus complexe de ce type. Alors, si il existe une garantie de qu'il existe au moins un agent
omniscient, nous pouvons dire que si P est une sentence nécessaire, alors Von Frick montre également cette formule dans son paper. Alors si P est une assertion nécessaire et si nécessairement il existe un agent omniscient, nous pouvons parler de connaissance nécessaire. Et ce que personne ne sait jusqu'à présent, c'est comment, bien sûr que cela est une condition pour la connaissance déterminée, mais il serait possible, par exemple, de démontrer quelque chose de ce genre-là où nous n'avons pas de réponse. Et dans cet article, et après avoir fait une combinaison des deux logiques en utilisant les produits des logiques modales, nous pouvons arriver à la réflexion concernant le lien entre connaissance et contingence qui possède cette propriété à partir de la combinaison de ces deux logiques. Lorsqu'une assertion est connue, pour connaître quelque chose de déterminé et la détermination de la connaissance sont des assertions équivalentes. Voici un résultat que j'ai trouvé lorsque je cherche un produit tout en utilisant l'argument que sans disposer de ce produit, nous ne pouvons pas penser à l'interaction. Et bien sûr que Von Frick le fait, mais il le fait d'une façon très naïve, puisqu'il n'a pas utilisé ces méthodes de combinaison de la logique. Alors, la thèse 7 ou la métaphysique d'épistémologie est mise en évidence et maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est un travail qui a été arrêté il y a 2 ans et demi et il en se plaint beaucoup, mais qui parle des structures des contingences et de comment ces structures rend difficile une meilleure façon de développement et par conséquent manque encore des connaissances. Dans cette perspective des logiques et des galaxies dont Ilan a évoqué, je considère dans ce cas la logique propositionnelle classique où P est une assertion contingente et si P est une assertion contingente, alors il ne s'agit pas d'un théorème à partir de la logique proportionnelle classique ou LPC, la logique propositionnelle classique. Dans cette logique, P n'est pas un théorème, n'est pas une vérité logique. Alors la définition d'antilogique où nous la trouvons chez Kasheft qui parle de la théorie des propositions rejetées et nous l'utilisons pour d'autres propositions telles que la contre-logique et là nous avons une infinitude de logiques, box, d'autres sentences, car s'il s'agit d'une logique dans le sens évoqué par Ilan comme étant un ensemble de formules et des conséquences logiques, nous la définissons ainsi. Si une logique satisfait une sentence phi, si et seulement si son antilogique ne satisfait pas phi. L'antilogique ne satisfait pas phi. Dans le cas de la logique propositionnelle classique, et puisqu'elle ne prouve pas la sentence P, qu'est-ce que nous avons dans ce cas? L'antilogique propositionnelle classique va démontrer la contingence. Et tout ce que j'ai mentionné au sujet du scepticisme perd du sens, car dans ce cas-là, il existe une démonstration. Et pour l'axiome qui passe par des théorèmes
Et si tout atomique est théorème, alors la sentence que j'ai mentionnée comme contingente et tout, c'est de n'importe quoi. Et ici, dans ce cas, nous avons une sentence atomique qui peut être démontrée. Et si elle peut être démontrée, je peux la connaître. Alors, je peux dire que je connais les atomiques. Voilà. En fait, il s'agit d'un résultat qui met en évidence la chose suivante. Lorsque nous étudions la logique, et nous sommes attachés par un système de logique particulier, nous sommes amenés à faire des erreurs, à croire à des mensonges. Par exemple, toutes ces études que j'ai menées concernant la contingence subit un grand impact puisque nous avons des contingences en tant que vérité logique et non logique. Et pourquoi j'ai décidé de raisonner en utilisant la logique classique et non l'antilogique classique. Bien sûr que je pourrais vous donner un cours de logique en utilisant l'antilogique. Je pourrais le faire parfaitement. Mais cela nous montre qu'il nous faut être ouverts au pluralisme logique afin de comprendre plus ou moins ce qu'il se produit, se passe avec la réalité ou avec la structure de la réalité. Car si l'investigation reste connectée à une sorte de formalisme, elle tend à perdre quelque chose de ce genre-là, qui est très important pour provoquer une ouverture conceptuelle. En plus, mes chers amis, comme Graham Priest qui parle de la thèse du dialectéisme, et dans notre thèse, nous l'avons mentionné, car dans l'environnement de cette logique propositionnelle classique, nous disposons de cette logique, et cela signifie que dans la logique de l'antilogique propositionnelle classique, il existe des contradictions. Alors, peut-être ce que j'ai mentionné, ce que je vous ai dit concernant les sentences du monde qui sont contingentes, peut-être c'est faux. Lorsque nous ouvrons nos esprits, notre pensée vers la logique universelle et le concept du Mésio, et pour ce champ illimité des antilogiques, et non seulement des antilogiques, mais des sous-logiques, superlogiques, des familles infinies qui existent, il est intéressant de comprendre exactement le fonctionnement de ces concepts, ce qui exige une ouverture, une souplesse, car sans disposer d'une souplesse, nous serons condamnés au dogmatisme qui est la fin de la philosophie. Alors, je pourrais parler jusqu'à 4 heures du matin à propos du sujet, mais puisque je ne dispose pas du temps, je vais m'arrêter ici, mais pour conclure, les principes de la raison, comme nous ne pouvons pas connaître les choses telles qu'elles sont, et en plus l'apport d'Alexandre qui a parlé de Kant, et tout cela s'impose comme étant limite pour la raison et la contradiction. C'est comme si on entamait un match de football en s'arrêtant au milieu du chemin. On se faisait battre. Et cela m'impose quand même des limites au raisonnement humain. Et ces histoires concernant les galaxies, les antilogiques et tout ce genre de systèmes logiques qui sont à l'origine d'une série des problèmes qui rend l'être humain dans une position très difficile face à l'univers. Mais je crois qu'il est raisonnable de continuer, d'avancer, d'essayer d'être heureux et continuer à vivre. Merci beaucoup.
Obrigado, Alexandre. A gente tem mais ou menos 10 minutos. Merci Alexandre. Nous disposons de 3 minutes pour la discussion. Merci, Alexandre. Quand vous dites que si une formule est contingente, et là vous dites qu'on ne peut pas la connaître, donc c'est sérieux ça? Y a-t-il des restrictions à cette affirmation? Ou vous croyez qu'on est plus justifié à croire au théorème de Fermat que le monde est plat et que nous sommes au Brésil, bon, que nous avons un corps? Y a-t-il des restrictions ou vous parlez vraiment d'une grande universalisation ou de généralisation universelle? Là, je fais une différenciation entre connaissance et croyance, une croyance très forte. Je peux avoir une croyance très forte que la Terre est elliptique, que la Terre n'est pas plate, mais c'est une croyance très forte. Ce sont des assertions contingentes qui ne sont pas connues, mais nous avons une croyance très forte que ce serait fou de dire que cela est faux. C'est parce qu'il y a la possibilité logique de cette manque de régularité. La connaissance n'existe pas, mais la croyance est tellement forte que nous appelons ces croyances hyper fortes de connaissance. Mais la distinction théorique, là, je fais attention pour travailler seulement des choses que nous avons démontrées. Et donc là, nous avons une justificative rationnelle plus forte pour le théorème de Fermat que nous sommes au Brésil. Oui. Oui. P are different logics, but they have the same anti-logic because they have the same theorems. Sorry? Okay. So you have defined anti-logic in terms of logical truths. And that means that classical logic and LP are different logics, but they have the same anti-logic because they have the same logical truths. So you might want to generalize your definition of anti-logic to the case where you've got a non-empty set of premises on the left. All right, indeed, we have done like this in the paper, but here I wrote without the set of premises. Okay, all right. We do like this indeed. Yeah, good. Okay, so that was the observation. Thank you. Now, the question, you wrote a formula up which went past me rather fast, but what it seemed to say was that if phi was contingent, it was not possible to know phi, and it's not possible to know its negation. Yeah? I'm reading it right? Yes. It seemed to me that you were endorsing that. Yes. But that's kind of odd, because, you know, it's contingent that I'm in Brazil. I could have stayed in New York. That doesn't imply that it's not possible for me to know that I'm in Brazil. I mean, I do know that I'm in Brazil. So that principle seems wrong to me. All right, I think there is the same problem that Emiliano just said. I would say that you have a strong belief that you are here. It's not knowledge. You have a strong belief and you are almost sure that you are here, but it's not a certainty because you don't have a mathematical proof of the fact that you are here. So in some sense, I don't know in which sense precisely, but it could be false, using our basic intuition of considering the plurality of all possible worlds. So I would say that you defend indeed that you have, I would agree with you if you said I have a strong belief, but in the case of knowledge, I apply this only for mathematical truths. Unlogical truths, sentence which can be proved, mathematically proved. And I would say
you have a strong belief, Graham, that you were here. Maybe for some reason you could wake up in NYC, and I don't know. Right? In this case, we would be treating anti-math, but the world of anti-mathematics, it's so complicated because this is really true if we take into account anti-math. There is a system of mathematics in which this is true, but this is so difficult to reason about that I would say the fact that there is the anti-math shows that our situation is really bad. Yeah, yeah. Oh. All right. Alexandre, Alexandre, la question du scepticisme, cette thèse du scepticisme, je suis très sympathique à cette thèse et je crois que plusieurs d'étudiants de logique ont un certain niveau de scepticisme. Et moi, je crois que j'ai un niveau de scepticisme, mais c'est très difficile pour quelqu'un qui est un logicien d'être totalement sceptique. Parce que là, il croit au moins qu'il a des vérités illogiques. Pour moi, à partir de mon point de vue, j'ai aimé beaucoup de votre présentation de la structuration parce qu'elle a une structure rhétorique très intéressante. Elle va du plus simple au plus complexe et en gardant un sujet et cela en relevant des questions philosophiques. Mais j'ai une objection à ce qui a été fait. Et là, l'objection se trouve au premier moment de votre présentation. Votre motivation est partie avec la logique propositionnelle en disant que dans la logique propositionnelle classique, nous avons des tautologies, des contradictions, et là je préfère appeler de antinomies, et des propositions qu'on pourrait appeler de contingentes. Et là, c'est une façon fausse de comprendre la notion d'interprétation. Là, nous sommes dans un niveau sémantique. Les variables propositionnelles sont considérées sans significat. Et là, nous pouvons attribuer des différentes interprétations à ces variables. Et en dépendant de l'interprétation et du choix sémantique, quel significat que je vais donner au petit p, et c'est là qui va me dire si c'est vrai ou faux. Donc la contingence ici est une contingence par rapport à l'interprétation que j'utilise. Ce qui est curieux et intéressant, c'est que même en ayant la possibilité d'avoir des variations d'interprétation, il y aura des formules qui seront toujours des tautologies ou antinomies. Pas nécessairement de contingence. Et là, je croyais que ce n'était pas vraiment très adéquat en tant que point de départ de l'exposé. Mais le problème, il va apparaître plus tard dans l'exposé. Pourquoi? Parce que quand nous considérons les sujets de la logique, ce qui intéresse effectivement, c'est le niveau sémantique. La définition de logicité est dans la sémantique et pas dans le niveau de la syntaxe. Quand nous parlons de modal, la logique modale, là, c'est quelque chose de très problématique.
avoir des axiomes que nous travaillons avec, cela ne va pas garantir la défense d'une thèse plus importante parce qu'on aura des problèmes sémantiques. Le dernier point qui me semble plus relevant par rapport au scepticisme que vous avez parlé à propos et que Emilien et Grard ont aussi souligné, c'est qu'il y a une différence importante entre une formule et une proposition. Une proposition est quelque chose qui a été pensé de cette façon, qui a été précisément délimité et qui sera vrai ou fausse à l'infini. Que le collègue est avec un t-shirt rouge et un chapeau rouge aujourd'hui dans ce local, avec plusieurs spécifications, c'est pas que une phrase, une formule. Avec toutes ces spécificités possibles, c'est une proposition et c'est une vérité éternelle. Il y a une certaine différence, si vous voulez, entre proposition et sentence, une phrase. Qu'il soit venu aujourd'hui avec une chemise rouge, c'est quelque chose de complètement contingente. Mais en utilisant notre perception, on arrive à voir. C'est une connaissance partagée par nous tous qui sommes ici dans cette salle. Donc nous pouvons avoir des connaissances dans ce niveau plus bas. Je suis d'accord que connaissance de la science est quelque chose de plus complexe, d'une autre nature, et qu'avec, on devrait être plus sceptique parce que dépend de choses plus complexes. Mais bien sûr que nous avons des connaissances. Si vous ne voulez pas l'accepter, qu'il est avec une chemise rouge, et là je ne parle pas que d'une phrase. Là, on a au moins les vérités logiques. Il y a une différence importante entre assertion et proposition. Et là, il faut considérer dans le niveau sémantique qu'on va déterminer les relations logiques. Ok, je remercie beaucoup mon cher professeur Wagner César. Bon, vous avez parlé de tellement de choses que j'aurais besoin de notre présentation pour répondre à tout ça. J'ai ignoré cette différenciation entre ces points que vous avez dit. Là, c'est plus pour les philosophes du langage, sentence, proposition. Là, c'est pour les philosophes du langage. Et que quand on n'a rien à dire, on fait des distinctions. Donc là, on commence à diviser le monde en plusieurs catégories. Là, j'ai ignoré cette distinction, cette différenciation. Mais on peut discuter ça plus tard avec plus de calme. Là, j'essaye d'ignorer quand je considère une formule quelconque de la logique. Une autre partie de ce que vous avez dit, j'ai utilisé la contingence ici. Bien sûr que c'est un point sémantique, purement sémantique. Et il y a une mise en valeur qui va la faire, qui va faire qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Là, je connais assez bien votre travail sur la préservation du faux. Et la préservation du faux est une leçon du travail false preservation. C'est que vérité et ce qui est faux, ce sont des concepts qui dépendent de où est-ce qu'on regarde. La vérité peut devenir quelque chose de faux ou je peux garder quelque chose de faux avec beaucoup de succès comme je travaille la question de vérité. Et ça, de façon générale, nous ne gardons pas cette préservation de ce qui est faux. Et finalement, la question du scepticisme.
La première chose que vous avez dit, quand vous parlez de cette histoire, c'est que je défends qu'il est possible de connaître la structure de la réalité, mais pas la réalité elle-même, parce que la réalité est donnée par les contingents. Et la structure générale, je pourrais connaître, et pour cette proposition, alors, je ne vais pas défendre la thèse sceptique, qui est très restreinte pour l'ensemble des contingents. Je ne sais pas si ce sont vraiment les propositions sur le réel, mais des sentences contingentes, des propositions contingentes. Et si nous prenons ça en considération, nous devons arrêter là, faire une pause maintenant pour le café. Donc merci beaucoup, Alexandre.